Un constat d'abord, une protection sociale efficace, et on a bien vu ce matin aussi implicitement, qui vise un champ d'application personnel et matériel étendu, implique l'intervention de l'État, l'intervention de CPE. Car les moyens financiers et infrastructurels en jeu sont gigantesques. Et de fait, en Europe, du moins, les systèmes de protection sociale ont été conçus par l'État, ou du moins avec son concours. En France, par exemple, les prestations familiales, les allocations familiales sont financées par les employeurs. En Allemagne, par exemple, le Kindergeld, les allocations familiales sont financées par impôt, c'est-à-dire, en fait, c'est fiscalisé. La gestion des différents régimes est variée, ceci quant à la forme et quant aux acteurs, notamment quant aux gestionnaires impliqués, c'est-à-dire acteurs privés, l'État, etc. Et acteurs privés veut dire, ou peut dire partenaires sociaux, assureurs, les seuls assurés, ce serait le type mutualiste, etc. Cela veut dire que l'intervention et l'implication de l'État, un fait sur lequel j'ai insisté tout à l'heure, ne suppose pas forcément l'application de règles étatiques, ni la mise en place d'institutions étatiques ou de droit public. Et on n'a qu'à regarder en Europe, on trouve que c'est vérifiable. La protection sociale n'est donc ainsi, dans son fonctionnement notamment, pas de la compétence exclusive de l'État. La diversité des systèmes de protection sociale est ainsi très prononcée en Europe. Non seulement pour ce qui est de la gestion, mais également pour ce qui est des risques couverts. Toutefois, une question peut être posée, ou doit peut-être être posée pour la 36e fois, certes, mais enfin, on n'a pas encore trouvé de réponse vraiment valable, à mon avis. Existe-t-il ou non un modèle social européen? Alors, certainement que non. Ça, pour moi, je suis formel. Car il y en a 27. 27 qui sont différents les uns des autres. Mais, ce qui est commun pour la quasi-totalité des pays, des États membres, avec des degrés différents, c'est la solidarité comme base. La protection sociale et la sécurité sociale en Europe est ancrée dans la solidarité, qui a donc des implications sur le tout. C'est notamment cela que l'on peut appeler, en simplifiant bien sûr, le modèle européen. Je rappelle, on l'a dit, mais c'est vraiment important, la protection sociale et la sécurité sociale sont de la compétence des États membres, pas du tout de l'Union européenne. Mais le droit de l'Union joue évidemment un rôle important, notamment en matière de coordination, mais les directives, un certain nombre de directives qui relèvent en fait du droit du travail, ont une implication directe en matière de protection sociale. Alors, tout à l'heure, j'ai insisté sur l'interdépendance entre le privé et le public. Je vais vous donner quelques exemples, vite fait, pour montrer comment ce qui est obligatoire est géré dans certains pays par le privé, à la part des acteurs privés. Par exemple, dans les pays comme la Suisse, des sociétés, des compagnies d'assurance privées gèrent ou exécutent un service public. C'est-à-dire, ce n'est pas l'État qui s'en mêle, ce n'est que la loi qui dit, voilà, les sociétés d'assurance doivent couvrir, assurer la couverture contre le risque maladie. Évidemment, on ne couvre jamais un risque, seulement les conséquences financières, ça va de soi. Alors, en Belgique, par exemple, l'assurance maladie est gérée par des sociétés mutualistes. Alors ça, c'est des traditions, mais ce sont des organismes de droit privé, n'oublions pas, qui font ce qu'ailleurs
fait d'État ou des partenaires sociaux sous la tutelle et la gouvernance de l'État. Tout différent est le modèle aux Pays-Bas. La loi y rend obligatoire l'assurance individuelle pour certaines garanties et prestations de base. Je parle toujours en matière de santé, d'assurance maladie. Et toute sélection est, comme dans les autres pays que je viens de citer, interdite. Alors les réformes des régimes de base sont donc ou ont été très nombreuses. Mais en France, par exemple, on commence bientôt. En Allemagne, on n'en cesse pas. Et bon, je simplifie beaucoup, mais en principe, les réformes ont pour but la maîtrise des coûts. Et comment maîtrise-t-on des coûts? En les diminuant. Tiens. Et alors, on les diminue comment? On les diminue en diminuant par exemple les prestations. Et diminuer les prestations, ça va chercher loin. Par exemple, pour l'assurance maladie, vous ne prenez plus en charge telle ou telle dépense. En matière de vieillesse, vous augmentez par exemple l'âge de retraite. En vérité, ça diminue la prestation parce que ce n'est pas parce qu'il faut travailler plus longtemps pour avoir une retraite, par exemple à taux plein, ce qui devient de plus en plus rare, mais il faut aussi avoir un emploi. Alors du moins dans l'assurance sociale. Et on sait qu'à partir d'un certain âge, c'est plutôt quelque peu difficile. Et là, on voit l'interconnexion et l'interdépendance entre l'assurance privée ou publique et l'assurance à la de maladie, je veux dire, et l'assurance chômage. La mortalité infantile, je l'ai choisie délibérément parce qu'elle est un indicateur de l'état de prévalence des maladies transmissibles de la première génération. Et vous voyez bien que finalement les trois pays, la Tunisie plus que les deux autres, ont fait des progrès remarquables en moins d'un demi-siècle. Il faut dire ce qu'il en est. On était tous au-delà de 150 pour 1000. Vous voyez, on est au-dessous de 30 et la Tunisie au-dessous de 20. Et là où le bas blesse, c'est pour le ratio de mortalité maternelle. Et c'est extrêmement intéressant. Nos trois pays du centre, je parlerai de la Mauritanie à part, butent sur un indice complexe. C'est-à-dire que la mortalité maternelle a la mauvaise habitude de traduire plusieurs choses à la fois. Le statut de la femme, la scolarité de la fille, les services de santé, le développement socio-économique, les inégalités sociales, c'est-à-dire il a le mérite de concentrer, plus que la mortalité infantile ou infanto-juvénile, il concentre plusieurs dimensions. Donc il résiste plus difficilement à un programme élargi de vaccination, il résiste plus difficilement à un programme de santé verticale. Vous voyez l'intérêt? Et c'est pour cela qu'il résiste. Il a résisté longtemps en Europe. Et en Europe d'ailleurs, les moyennes cachent de graves distorsions d'inégalités. Enfin, l'Europe développée, l'Europe industrielle de l'Ouest, elle est autour de 10 pour 100 000 naissances vivantes. Donc vous voyez bien à quel niveau on est. À mon avis, le chiffre algérien, je suis mal placé pour savoir la fiabilité, mais il doit tourner autour. Le chiffre marocain est estimé, mais est exact. Enfin, il est partagé par un consensus interne et externe. Le chiffre tunisien est très controversé. C'est un chiffre qui date de l'Ancien Régime. Et ils n'ont pas eu le temps encore de remettre en place des ateliers méthodologiques pour rediscuter des méthodes de calcul de la mortalité maternelle. Le chiffre de la Mauritanie est malheureusement, vrai et déprimant. Il a été d'ailleurs confirmé par les collègues mauritaniens qui participent à nos ateliers successifs. Il situe la Mauritanie clairement au sud du Maghreb. Et ça, c'est un vrai problème. Enfin, le vrai problème, c'est le manque de solidarité des pays du Nord avec leurs confrères du Maghreb. L'indice synthétique de fécondité est un témoin de plus. C'est la preuve par 9. 2,4, 2,6, 1,8 la Tunisie. Vous vous rendez compte? Quel bond en avant! Nous étions au-delà de 4. Tous les trois pays, au lendemain de l'indépendance, nous étions entre 4 et 5. Et actuellement, nous sommes autour du seuil souhaitable de renouvellement. La Tunisie commence à se poser des problèmes. Alors, je vous laisse réfléchir sur le chiffre de la Mauritanie qui recoupe.
Mais au fond, pourquoi mettre en parallèle quelques données générales socio-économiques des données médico-sanitaires pour en arriver à la question de la protection sociale? Parce qu'au fond, ça n'a de sens que si on a des objectifs et des résultats en lien avec ces derniers. Je vais terminer sur quelques remarques, quelques caractéristiques du système d'assurance maladie, à mon sens, par rapport à ce que je viens de dire à partir des indicateurs de santé. D'abord, on a un niveau, une offre ambulatoire considérable, au moins dans les 3 pays. Il y a autant de structures de base en Tunisie, en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Pratiquement tout le pays est maillé de postes de santé, de centres de santé, de polycliniques, tout le pays, je dis bien. D'ailleurs, c'est bien grâce à ce réseau de soins de santé de base public et au programme sanitaire qu'a managé l'État des indépendances dans les 3 pays, quelles que soient leurs options politiques. Les 3 pays, pendant les années 60, 70, 80, ont mené des politiques de santé publique qui ont métamorphosé et modifié la donne démographique et la donne médico-sanitaire. La preuve, c'est les résultats en termes d'espérance de vie, en termes de mortalité infantile et en termes de mortalité maternelle. Ce réseau ambulatoire structuré au niveau national a été utile hier. Dès qu'on a obtenu les résultats, la société s'est modifiée, les couches moyennes émergentes, la modification des pathologies, on a jugé utile de développer un secteur privé, de manière tout aussi désordonnée qu'on a abandonné le niveau ambulatoire public. Et en même temps, on a développé le niveau hospitalier, survalorisé socialement, scientifiquement, par les élites, sur le modèle franco-français typique, sur un modèle décalé par rapport aux besoins, aux réalités, aux exigences. Et quand vous regardez la répartition de la dépense de santé, la majeure partie de l'argent maintenant va vers les hôpitaux, de préférence les CHU, les établissements spécialisés, fortement équipés. En vérité, c'est ça la vraie question. C'est qu'on a des systèmes, des sous-systèmes de santé, de soins médicalisés, répliquant le système français, qui lui-même bouge beaucoup, dans un contexte de contraintes plus grandes, de besoins plus grands et de contraintes plus grandes. Par exemple, le cancer du sein, il y a des revendications dans nos 3 pays pour qu'on fasse du dépistage, alors qu'on n'arrive pas à faire de la prise en charge des tumeurs les plus avérées. Et on veut faire du dépistage des tumeurs infracliniques. Vous voyez ce genre de paradoxe, et légitime qui plus est. Après tout, les couches moyennes, c'est l'émergence des couches moyennes et la rupture des projets solidaires de développement qui font qu'on a des demandes divergentes. Les uns veulent accéder à des soins plus médicalisés, les autres n'ont pas consolidé les soins essentiels. Au fond, quelles que soient les spécificités de nos pays respectifs, au moins les 3 pays du Maghreb central, quelles que soient les politiques différentes, les rythmes, on a au fond les mêmes tendances démographiques, les mêmes tendances pathologiques et les mêmes exigences sociales et les mêmes réflexes des élites. Donc on a vraiment un destin commun. Pour le cas de la Mauritanie, je crois qu'il y a un grand effort qui est en train d'être opéré depuis bientôt quelques années, précisément 3. Et de ce fait, les chiffres et taux qui ont été avancés, qui ont été donnés par le professeur, sont à revoir à la hausse et positivement. Ça, c'est un peu le constat. La particularité de la Mauritanie par rapport aux autres pays, c'est certainement la Mauritanie est largement ouverte au système des Nations Unies, c'est-à-dire l'OMS, et donc les enquêtes menées dans ce pays sont fiables, objectives. Et de ce fait, je crois que les choses doivent être reconsidérées de ce fait. Tout d'abord, les systèmes de protection sociale dans notre région sont principalement urbains. Donc une bonne partie du monde rural échappe donc,
au système de protection sociale, même s'il existe quelques dispensaires dispersés par-ci par-là, même s'il y a une politique publique, notamment en matière de prévention. Deuxième chose, c'est que la protection sociale concerne principalement les salariés des secteurs publics et privés évoluant dans le secteur structuré moderne. Une bonne partie de la population, au-delà de celle qui relève de l'assistance, dont je parlerai tout à l'heure, les agriculteurs, les artisans, les professions libérales, les indépendants, et surtout les catégories évoluant dans le secteur informel, échappent complètement à tout système de protection sociale dans un contexte où les réseaux traditionnels de solidarité qui occupaient cette place sont largement sous-coués et connaissent une décomposition rapide du fait de l'éclatement de la famille et d'autres phénomènes sur lesquels donc, il est inutile de revenir maintenant. Troisième chose, je crois qu'il faut qu'on soit attentif à l'évolution sociodémographique dans le pays. Nous connaissons aussi, on le connaîtra encore davantage, le vieillissement de la population. Parallèlement à un phénomène inquiétant dans le contexte de chômage et de crise actuelle, où les pays du Maghreb vont connaître une arrivée massive de personnes jeunes en âge d'activité et à la recherche d'un travail dans le secteur structuré. Nous sommes là devant une double préoccupation en matière de protection sociale. D'abord, une population qui vieillit. Nous aurons un problème aussi de gestion du troisième âge. Nous aurons un problème de la gestion donc, de cette surpopulation active qui aura nécessairement un problème devant une économie qui crée de moins d'emplois. De toute façon, où réaliser et la croissance et le plein emploi devient une option difficilement réalisable. Quatrième chose, nous connaissons comme vous de nouvelles pandémies du fait de l'évolution du système de satisfaction de besoins, du fait de l'évolution de notre alimentation aussi. Nous consommons également de plus en plus de viande, de moins en moins de fruits, etc., avec toutes les conséquences qui en découlent au niveau donc des pathologies. Dernière chose, c'est que, ça on ne le dit pas assez, même quand ils existent, nos systèmes de protection sociale, même dans le secteur structuré moderne, connaissent de graves déviances. Il y a très peu d'entreprises déclarent, il y a la non-déclaration, la sous-déclaration, il y a aussi la sous-médicalisation. Le taux d'activité des femmes dans notre région, selon le dernier rapport du PNUD de 2013, est inquiétant. Il est en baisse. Le taux d'activité des femmes est en baisse dans nos régions, à la fois parce qu'il y a chômage, aussi aggravation du chômage, mais aussi régression du statut de la femme. On a beau dire, il y a une situation inquiétante au niveau du statut de la femme, en tout cas le taux est de 26% au Maroc. Il a régressé. Je crois qu'il faut être attentif aussi à cet aspect. Les systèmes de protection sociale en Tunisie sont contentés, dans un premier temps, à gérer un héritage de l'époque coloniale. Des institutions qui ont été collées aux réalités artificiellement, aux réalités sociales et culturelles de ces pays-là. Donc, c'est pratiquement le même modèle de l'État social dans certains de ces pays et de l'État-providence dans d'autres, surtout pour les pays riches en rente pétrolière. Donc le commun n'a pas été cultivé. Le commun, des instances traditionnelles de solidarité et d'entraide n'ont pas été cultivées et développées. Et c'est pour cela, par ailleurs, que, notamment en milieu rural, la sécurité sociale, les régimes existent, mais ces régimes-là ne sont pas effectifs. Donc, c'est des similitudes artificielles pour cela. Ce n'était pas un choix des États. Ce n'était pas un choix des États. Et tous ces États, tous ces régimes que tout le monde connaît, n'étaient pas des États démocrates. Ils ne le sont toujours pas. Donc, il n'y a pas une participation de la population dans la confection des politiques sociales, sanitaires, etc. Deuxième chose, c'est que s'il y a similitude aussi, c'est parce que c'est le produit de la dictée des instances internationales
notamment le Fonds monétaire international. Donc il n'y a pas une autonomie dans la décision des politiques publiques. C'est ce que j'ai voulu dire, c'est que ces systèmes de sécurité sociale semblent être similaires, mais profondément, fondamentalement, ils n'ont pas cultivé ce qui est commun pour être similaires, pour ultérieurement développer un droit maghrébin de la protection sociale. Là où je suis pas d'accord, là où je pense que notre plus grand point commun, c'est la société. Moi, ça me frappe chaque fois que je vais en Tunisie, de voir à quel point, quand on commence à parler, on est toujours... C'est exactement les mêmes problèmes qui surgissent, et c'est pas du tout le cas, je peux vous dire, quand je vais en Europe, c'est pas du tout les mêmes problèmes. Donc là, je pense que réellement, on n'en a pas tiré parti, mais on a évolué de la même façon. On a évolué de la même façon du point de vue de la scolarité des filles. On a plus de filles à l'université dans nos 3 pays que de garçons. Enfin, partout, on a eu des évolutions curieusement parallèles, alors même que, effectivement, on les a pas cultivées, disons. De fait, on est un Maghreb, on l'est du point de vue social. Alors maintenant, je pense que ça permet quand même de... On a l'atout de cet héritage plus ou moins adapté, avec lequel on pourrait peut-être faire quelque chose en commun. Et puis on a vraiment surtout l'atout d'être dans des situations sociales très très voisines. Au sein de l'Union européenne, nous avons des objectifs de déficit minimum. C'est un débat qu'on a eu en France, on vous dit le déficit public doit être au minimum de 3%. Cette question du financement, elle est quand même importante, parce que c'est le type de financement que l'on veut, va donner aussi la vision du monde que l'on veut. Et quand on dit, nous exigeons, c'est une approche économique aussi qui est particulière, nous exigeons des pays qu'ils aient un déficit à cette hauteur. D'ailleurs, pourquoi cette hauteur-là? Pourquoi 3%, pas 4%, on pourrait se demander. Mais quand on dit ça, forcément, ça entraîne des prestations sociales qui vont être minorées, parce qu'on aura moins d'argent pour les prestations sociales, puisque le budget le plus important, je l'ai dit tout à l'heure, en France par exemple, c'est le budget de la sécurité sociale qui est plus important que le déficit de l'État. Donc quand on parle de déficit public qui doit être à une certaine hauteur, on pose la question de quelles ressources on va avoir. Donc moi j'aimerais bien vous poser une question, M. Kaufmann, comment vous voyez cela concernant la nécessité d'avoir un déficit à un certain moment et de quelle manière ça va toucher ou pas les prestations sociales puisque ça demande des ressources. Et puis j'aurais une question plutôt alors pour M. Brixy, concernant, ça a été un peu évoqué, tous les pays du Maghreb à un moment donné, comme tous les pays du Sud en général, ont eu un problème pour boucler leur budget d'État et se sont adressés, ils ont eu besoin d'argent, ils se sont adressés souvent à la Banque mondiale. La politique de la Banque mondiale, ça a été les fameux les programmes d'ajustement structurel. Et quand les experts de la Banque mondiale, c'était pareil pour le FMI, venaient en disant ok, on vous donne des ressources, mais on exige de vous que vous ayez, pas toujours des fameux déficits, on exige de vous que vous commenciez à réduire vos dépenses, ce qu'on appelle des dépenses. Et les dépenses, c'était celle de la protection sociale. Alors moi je pense que la protection sociale, ce ne sont pas des dépenses, je pense que c'est un investissement, mais ça peut être un débat. Concernant cette nécessité, donc par exemple au Maghreb, d'avoir des budgets équilibrés, quel type de ressources on pourrait avoir? Évidemment, pour le taux de déficit de 3% qui existe, je crois que tout simplement c'était le dictat de pays en bonne situation, de l'Allemagne, notamment la France aussi, et ça a mal tourné par la suite, voilà, c'est ce que je crois. Mais ça, comment financer la sécurité sociale qui entre évidemment dans ce déficit? Il faut intervenir en amont. Voilà, c'est ce que je crois. Si on veut maintenir ce système, parce que pour ce système, il faut une situation de marché du travail avec un emploi. Il ne faut pas du plein emploi, à mon avis. Ça n'existe pas, je crois.
Mais dès lors que vous avez trop, ou des emplois trop, ou trop d'emplois trop précaires, par là j'entends 6 mois, 1 an, en tout cas à partir de certains moments, on vit sur l'aide sociale, etc. Si les conditions de revenus pour l'aide sociale suffisent, alors on ne peut pas constituer des droits à retraite par exemple. Et alors, comme ça, pour moi, c'est un cercle vicieux, et c'est ce que j'appelle, moi, intervenir en amont. Alors, il faut être logique. On dit souvent, voilà, le système n'est plus à financer. Ok, mais dans ce cas, il ne suffit pas de le dire. Il ne faut pas seulement couper et pénaliser les plus faibles. C'est un peu trop facile, et c'est ce qu'on fait. Et je dirais quand même que la Commission, à Bruxelles, ici, il est pour sa part, parce qu'ils disent toujours qu'il faut regarder l'argent, c'est-à-dire l'argent, la situation financière. Et moi, je crois que si on a un système de santé, si on regarde uniquement les dépenses, on risque de se tromper de cible. J'aime bien la réponse de M. Kaufmann. Au fond, dans des degrés différents, à des degrés différents, nous sommes rendus devant les mêmes impasses. C'est-à-dire qu'on a des modèles de croissance, entre guillemets, sans création d'emplois, voire destructeurs d'emplois. Le système bismarckien, construit sur la base de la cotisation prélevée sur le travail, trouve sa limite. Le système beveridgien, construit sur une fiscalité publique, peut aussi trouver ses limites, quand l'État ne peut plus prélever, du moins sur toujours les mêmes. Alors comment faire? Alors, moi j'ai envie de dire, parce que c'est aussi vrai pour nous, l'Algérie n'a qu'un répit de quelques années, mais bientôt elle va être rendue à ça. La vraie question, enfin plusieurs questions, c'est que d'abord, les belles idées de lutter contre la pauvreté et de renoncer au développement, je crois qu'il faudrait peut-être les réviser. Si Blandine d'Estremaux était là, c'est probablement son idée forte. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que depuis 20 ans, on a renoncé au développement, on lutte contre la pauvreté. On nous inscrit dans le rattrapage des pauvretés, et non plus dans les ambitions de conquérir et de créer de l'emploi digne, productif, et de revoir nos économies, il n'y a pas de doute. Notre leitmotiv, c'est de dire, pour préserver un minimum d'équité et de réduction des inégalités, il faut à tout prix regarder les allocations. À quoi on affecte l'argent? Quand il y en a beaucoup, quand il n'y en a pas beaucoup, quand il n'y en a pas du tout ou très peu. À quoi on l'affecte? Les modèles d'organisation sanitaire, de politique sanitaire, d'offres de soins, calqués sur un modèle consumériste, hyper médicalisé et sous-médicalisé en même temps. C'est les deux versants de la même médaille. C'est des modèles qui sont extrêmement inflationnistes et peu rentables. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. L'Algérie, la Tunisie et le Maroc ont fait la démonstration grandeur nature qu'en 30 ans, avec des politiques publiques, de santé publique éclairées, avec l'aide de l'OMS de l'époque d'ailleurs, sans le diktat des bailleurs de fonds d'aujourd'hui, a réussi à réduire la mortalité infantile, infanto-juvénile, et à augmenter l'espérance de vie, et à réduire la mortalité maternelle, avec des stratégies bien particulières. Pourquoi les stratégies d'hier ont été invalidées au profit de stratégies qui leur ont été imposées, comme vous le disiez à juste titre, et qui ont montré l'aggravation des inégalités? Et finalement, l'insatisfaction de tout le monde. En Algérie, les plus riches ne sont pas contents, les couches moyennes ne sont pas contentes, et les plus pauvres, toujours pas contents. En France, c'est pas mieux, pour dire vrai, à des degrés différents et pour des raisons différentes. Donc on est, quand on fait pas, c'est-à-dire, si on construit un système solidaire, il faut qu'il y ait une offre de soins essentielle pour tous. En tant qu'écologiste, je ne peux pas ne pas parler aussi du mode de consommation. C'est très important. Et l'éducation à la santé. Quand on voit le taux, enfin toutes les maladies qu'on appelle de civilisation, c'est-à-dire la façon dont on consomme, dont on vit, amène des maladies, et des maladies de longue durée, et qui coûtent énormément. Donc je pense que l'enjeu aussi
de l'éducation à la santé, globalement au mode de vie, etc. Et je crois que c'est essentiel aussi. Et on va du côté des dépenses, comment aller trouver des moyens, des ressources pour payer les prestations, mais aussi comment diminuer les besoins. Et ça, c'est très important. Donc, je pense aussi que l'éducation, notamment à la santé, c'est un outil très important. Dans le cadre de la structure du secrétariat général de l'UMA, je m'occupe d'une direction du développement humain. Elle supervise à peu près les activités du Conseil ministériel maghrébin, dont en chargé de la formation, de l'emploi, des affaires sociales et des immigrés en matière d'affaires sociales. Nous travaillons sur un vaste programme qui englobe les composantes suivantes. C'est une petite introduction au début. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'analphabétisme, l'aide sociale, la promotion de la famille, la femme, l'enfance et les personnes âgées. La promotion des droits et conditions des personnes handicapées, la promotion des actions des associations civiles à caractère caritatif dans le domaine social. Last but not least, l'assurance sociale, notre domaine. Je vais faire un petit résumé sur ce domaine. En ce qui concerne ce dernier volet, nous disposons d'une convention signée en 1991 et ratifiée par 4 pays sur 5. Cette convention n'est pas encore entrée officiellement en vigueur à cause de la non-ratification du 5e pays. En tout cas, le fait qu'elle est déjà ratifiée par 4 sur 5 est déjà encourageant et en soi encourageant. Nous comptons la relancer de nouveau et même la mettre à jour pour l'adapter aux exigences de notre espace maghrébin et aux changements qui se sont produits depuis sa signature, c'est-à-dire en 1992. Alors comment réformer pour atteindre justement cette généralisation souhaitée par toutes les composantes de la collectivité nationale et comment assurer la régulation positive de ces déviances dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a à mon avis 4 pistes majeures et en fait nous avons pratiquement les mêmes problèmes, hein, toute proportion gardée. Je crois que nous avons nos systèmes de protection sociale, notre système en tout cas au Maroc, a besoin d'une approche fondée sur un pilotage unifié pour donner une nature réellement intégrée et globale à notre système de protection sociale. Aujourd'hui, il y a un système éclaté avec des déperditions et surtout avec des déficits de convergence entre les différents programmes, des déficits de mutualisation des ressources, à la fois humaines, financières et managérielles, et un déficit d'optimisation de l'ensemble des ressources, et un déficit de coordination entre tous les intervenants, aussi bien à l'échelle centrale qu'à l'échelle territoriale. Deuxième piste, c'est la refonte de la politique de ciblage pour protéger uniquement les pauvres et ne plus subventionner les riches. Et aujourd'hui, il y a un grand débat au Maroc pour réformer justement la compensation. Comment nous savons que le système actuel finance plus le riche et les pauvres. Alors quel système de subvention ou de ciblage plutôt qui permettrait de ne plus subventionner les riches et de cibler uniquement les pauvres? Le gouvernement réfléchit aujourd'hui à une aide directe frontale aux pauvres. Mais beaucoup de pays qui sont en avance sur nous, qui ont expérimenté cette politique, nous la déconseillent. Troisième piste, adopter une approche responsable du financement pour préserver les intérêts des générations futures. Je l'ai dit tout à l'heure, face à ces 3 pistes, la dette, l'impôt, la création de richesses, quelle piste responsable? La dette aliène les intérêts des générations futures. La pression fiscale peut aussi contrecarrer la productivité, mais la création de richesses aussi nouvelles nécessite tout un ensemble de dispositifs
qui aussi ont besoin de financement pour les mettre en œuvre. Quatrième piste, c'est gouverner autrement la réforme des régimes de protection sociale, en unifiant le pilotage, en renforçant le rôle de l'autorité des organes de régulation, en modernisant les administrations dédiées à la protection sociale, par la dématérialisation, l'externalisation, la déconcentration, la décentralisation et la gestion de proximité fondée sur la qualité des services rendus aux citoyens. Et je crois que toutes ces réformes, aujourd'hui, nécessitent un consensus dans la société. Un socle de protection sociale serait le meilleur des filets de sécurité qui garantirait l'imperméabilité du tissu social aux différentes formes d'extrémisme. L'extrémisme de la pauvreté et l'extrémisme idéologique. Donc c'est vraiment le pays, s'il devrait chercher une solution, c'est dans ce panier de prestations en espèces et en nature qui doit être généralisé pour toute la population qui souffre de diverses formes d'inégalité dans les différents secteurs. Le système d'assurance sociale en Tunisie est assez développé, donc tous ceux qui exercent une activité professionnelle sont couverts par un régime de sécurité sociale, tenant compte de la spécificité de leur statut juridique et de la nature de l'activité professionnelle qu'ils exercent. Et l'enjeu, à mon sens, l'enjeu principal dans cette phase transitoire dans le pays, c'est un enjeu de société, un enjeu de droit, dans la mesure où l'on est en train d'écrire une nouvelle constitution dans le pays, et il y a un déséquilibre dans les groupes parlementaires qui sont en train de formaliser les principes constitutionnels. Les référentiels idéologiques religieux, notamment, auxquels on veut faire appel, font ou laissent croire que l'État autoritaire risque de venir avec force. Je dois rappeler que sous l'ancien régime, sous le régime déchu, toute la raison d'être de l'État, c'était une raison d'État. C'est-à-dire que la seule fonction de cet État, c'est de servir des providences pour mieux asservir. Pour mieux asservir, je citais bien sûr le fait. Le reste, c'était dicté par les instances internationales. D'ailleurs, le seul fonds de l'aide sociale qui a été créé dans le pays, le fonds 26-26, le fonds de la solidarité nationale, a été payé par les gouvernants de l'époque. Donc il y avait cette hantise sécuritaire qui rejoint la hantise, la valeur assistentielle. Donc servir pour mieux asservir, et le droit de la protection sociale. Comme tout le peu de débat sur les droits de l'homme, c'était le parent pauvre des droits de l'homme. Et pour reprendre une expression pertinente, ce pauvre droit, ou ce droit des pauvres, était au cœur du renversement du régime despotique. Le droit à la dignité sociale, à la liberté, ont été au cœur du renversement, de la révolution de 2011, et continuent à mobiliser les sujets par les différentes contestations sociales, et sont à l'origine de demandes de plus en plus croissantes et de plus en plus pressantes. Tout récemment, c'est-à-dire à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution en janvier 2013, l'on a signé un contrat social. Un contrat social relatif
aux différentes dimensions de l'emploi, des relations professionnelles, de la négociation collective, etc. Et le cinquième axe de ce contrat social, signé par les syndicats, le patronat et le gouvernement. Peut-être importe la valeur juridique de ce texte, mais en tout cas, il y a un nouveau mode de gouvernance qui prend place dans la conception et l'administration de la future protection sociale dans le pays. Donc, solennellement et pour la première fois, on déclare l'obligation d'universaliser, l'obligation pour l'État d'universaliser ce droit à la protection sociale. Et vraiment parler de l'unification du Maghreb arabe ou le processus d'intégration maghrébine, il me semble que cela relève de l'illusoire, sinon d'une tentative désespérée en l'état actuel des choses, où il y a des mutations vraiment profondes, des mutations géopolitiques, des fractures sociales, aussi bien pour ceux qui ont connu la révolution que pour ceux qui ne l'ont pas connue. Et il n'y a pas vraiment une volonté d'y aller. Il n'y a pas de volonté politique d'y aller. Donc, les caractéristiques du système tel qu'il a été réformé la loi, elle est seulement sortie en 83, c'est une couverture généralisée à toute la population. On est arrivé progressivement à couvrir l'ensemble des risques, au point de vue maladie, maternité, invalidité, décès. Chômage, ça s'est mis en place au moment du pass contre l'avis de la Banque mondiale. On a voulu au moins protéger les travailleurs susceptibles de perdre leur travail à cause des restrictions de leur emploi pour raisons économiques. Depuis, le nombre de gens protégés est assez faible parce qu'il faut avoir travaillé, être un travailleur régulier pour pouvoir en bénéficier et que ce soit des raisons économiques de fermeture, c'est-à-dire que tous les chômeurs n'en bénéficient pas. Le risque, le système est financement par répartition. Et le dernier point qui a été fait, c'est qu'on a unifié entièrement la gestion. On a hérité de caisses par secteur. En 83, on a unifié la gestion des caisses. On a fait une caisse vieillesse, une caisse d'assurance sociale. Pour l'ensemble des... Ensuite, on a fait deux sortes de caisses, une pour les salariés, une pour les non-salariés. Et ensuite, on a diversifié les caisses des salariés pour des questions de gestion. Mais c'est les mêmes avantages et les cotisations sont unifiées. Comment est financée cette sécurité sociale? Alors, il y a les cotisations assises sur le revenu. Bon, c'est évident. Et puis, il y a, pour les catégories que l'État prend en charge, que l'État couvre, parce que c'est des gens qui n'ont pas qui ne travaillent pas. Là aussi, il y a une cotisation assise sur le SNMG. Donc, il y a une cotisation versée par l'État au titre de ces personnes qui sont prises en charge. Et puis, il y a de plus en plus, et c'est là qu'on est dans un système où on est aidé par la rente pétrolière, il y a de plus en plus de contributions de l'État. L'État fait des fonds de réserve pour les retraites et pour la sécurité sociale qui permettent de combler les déficits qui existent. Et l'État prend aussi en charge les minimums de retraite qui dépassent ce que l'assuré aurait droit au calcul en fonction du nombre d'années qu'il a travaillé. La sécurité sociale contribue au financement public des soins sur la base d'un forfait qui en fait est négocié en fonction des possibilités du système. C'est-à-dire qu'à un moment, le système de sécurité sociale était riche, alors on fait contribuer jusqu'à couvrir presque l'ensemble des dépenses, et puis depuis qu'il est en difficulté, il contribue de moins en moins aux dépenses publiques de soins. Mais il y a une réforme qui dit qu'elle doit contribuer en fonction des assurés sociaux qui vont se faire soigner. Pour le moment, cette réforme n'a pas été mise en place, faute d'organisation pour le faire, et faute aussi de volonté. Beaucoup de gens en perdent dans cette histoire. L'équilibre financier,
il pose pas de questions aujourd'hui parce que l'État, finalement, fait tampon. Mais on a d'une part un vieillissement de la population avec des problèmes de versement des retraites et un problème de soins. Et on a une modification de la pathologie, et ça, on commence à avoir des frais de plus en plus élevés du point de vue des systèmes de soins. Mais donc moi j'avais deux questions pour M. Guerraoui. Vous avez dit on a envisagé, dans une volonté de plus grande redistribution dans notre système de sécurité sociale, on a envisagé un système qui touche ceux qui en ont le plus besoin, et puis on a abandonné parce que les expériences à l'étranger avaient donné des mauvais résultats. J'aurais bien voulu comprendre à quel type d'expérience vous avez fait allusion et pourquoi vous avez eu cette conclusion. Et deuxième élément, dans la suite de ce qui vient d'être dit, il y a une série de personnes qui sont venues travailler un certain nombre d'années ici, puis qui sont reparties au Maroc ou dans d'autres pays, et pour lesquels les droits, par exemple en matière de pension, n'ont pas été réclamés en fin de carrière, par manque d'informations, j'imagine. Est-ce que vous organisez dans les pays des campagnes d'information pour essayer d'inciter les gens à faire valoir leurs droits par rapport aux sécurités sociales d'ici? C'est l'expérience mexicaine et brésilienne qui a inspiré. On a fait des visites, y compris dans d'autres pays de latino-américains, où il y avait des expériences originales qui ont charmé au début, mais après, ils en tiraient eux-mêmes la leçon pour certains aspects de ce ciblage direct, cette aide directe, et ils nous ont déconseillé. Et surtout dans des pays, il suffit qu'on annonce l'aide directe pour que tout le monde se réclame d'être pauvre, avec un système statistique et de dispositif d'information où il est objectivement impossible de sérier de façon réelle et de façon ciblée les vrais pauvres, compte tenu des déviances que cela occasionne, quelle que soit la volonté politique et la gouvernance la plus sérieuse, la plus pertinente, la plus morale de ce dispositif d'aide directe. En tout cas, on n'a pas encore choisi, mais c'est une interrogation, on s'interroge comment aider directement le pauvre et ne plus financer les riches. Et je termine avec l'information. Je vous avais tout à fait raison, il y a un déficit des citoyens d'ici, et d'ailleurs ne sont pas informés sur leurs droits. Il y a la CNSS qui fait l'été, mais rare, mais c'est pas vraiment général, ni la Fondation Hassan II pour les RME. Il y a vraiment un effort de sensibilisation par des campagnes plutôt durables, où il faut innover, pas de façon saisonnière, pour que les gens soient informés. Ma question est la suivante, je l'adresse notamment à nos amis algériens et tunisiens. Dans quelle mesure il est possible, dans la situation actuelle, de donner quand même une certaine marge de manœuvre, un certain espace pour les ONG? On parle de plus en plus du rôle, justement, de la société civile, et qu'elle soit partenaire, justement, dans la mise en place de ces nouvelles politiques que les pays du Maghreb sont en train de mettre en place. Un rôle aussi pour les universités, pour les études, parce que de toute manière, ce type de réflexion sur ce genre de système devrait être beaucoup plus porté sur l'avenir, porté sur le moyen terme, le long terme, par rapport à une situation économique et sociale et des mutations que connaissent justement ces pays et qui sont en permanence dans une mutation et avec une mondialisation, c'est-à-dire affronter des situations qui sont beaucoup plus ouvertes sur le monde extérieur que sur des situations qui sont complètement, disons, qui posent des problèmes et des défis beaucoup plus qu'hier. Aujourd'hui, dans nos pays, et plus particulièrement au Maghreb, nous avons besoin d'instances de médiation. On a besoin de s'écouter, on a besoin de se parler, de voir comment, ensemble, mais de façon pacifique, démocratique, participative, on veut construire l'avenir ensemble. Je crois que l'expérience de création des conseils économiques, sociaux et environnementaux est une belle expérience. Mais il faut aussi multiplier d'autres espaces de médiation. C'est cela qui va nous permettre de réaliser des consensus et surtout de construire de grands contrats sociaux qui faciliteraient les réformes, même douloureuses, que nous devons entreprendre demain. Il y a eu des déficits parce qu'il y a défaut de réactivité de ces systèmes qui ont été conçus à une époque où l'on a beaucoup d'argent, on les sert à tort à travers, de la providence partout, sans études stratégiques. Je vous assure que dans les 4 ou 5 pays, y compris l'Égypte, il n'y a vraiment pas une étude stratégique sérieuse de long terme
sur les systèmes de sécurité sociale ici là. Et d'ailleurs, les actuaires se comptent sur les doigts dans ces pays. Les actuaires, il n'y en a pas beaucoup. Parce que justement, les praticiens fonctionnent par tâtonnement, ne voient pas grand. Ils ne font pas confiance aux universitaires, aux chercheurs. On a un centre de recherche et de sécurité sociale qui est mis en veilleuse en Tunisie. Les politiques veulent voir, veulent écouter ce qu'ils veulent écouter. Moi j'aurais une question à M. Kabrou concernant la possibilité, ou est-ce qu'il y aurait un chemin qui commencerait vers l'idée d'un socle commun de protection sociale au niveau maghrébin. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a une recherche de convergence, au moins dans certains domaines? Ou est-ce que vraiment on est dans la diversité? Ce socle, malheureusement, n'existe pas pour le moment. Il se limite à un projet, c'est au stade de projet, puisque ce n'est pas encore mis en vigueur. Ce n'est pas encore mis en vigueur. Cette convention n'est pas encore en vigueur, et donc ce socle est en panne lui aussi, mais nous comptons redémarrer avec, donc très prochainement. On est en train de réviser cette convention et de la mettre à jour et demander à tous les pays de la ratifier. Et donc, ce sera le socle commun de la protection sociale au sein de l'Union du Maghreb. Ces dernières années, on a pu voir qu'il y a eu beaucoup de délocalisation de certaines entreprises en Europe dans les pays du Maghreb, enfin, beaucoup en Tunisie, au Maroc, je ne sais pas trop pour l'Algérie, mais au niveau de l'automobile, du textile. Et je me demandais si renforcer les droits des travailleurs dans les pays du Maghreb, renforcer leur couverture sociale, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Justement, les politiques se bloquent et se disent, bon, le lobby des gros investisseurs étrangers, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin voilà, qui se disent, on n'ose pas aller plus loin parce que justement, on aura peur de faire fuir ces grosses entreprises qui sont venues là justement pour ça, parce qu'il n'y a pas de droit, enfin, en tout cas un minimum de droits pour les travailleurs et un minimum de couverture sociale. Moi, je crois que l'Europe et le Maghreb ont une chance historique aujourd'hui pour qu'ensemble, on puisse entreprendre pour créer de la croissance, entreprendre ensemble en Afrique et dans le monde arabe. Nous avons une occasion historique, mais il nous faut une nouvelle vision géostratégique. Il faut qu'on apprenne à entreprendre ensemble, et c'est possible. Entreprendre dans les deux sens. Et moi, j'y crois fermement. Il y a des opportunités énormes, qu'on puisse créer de la richesse pour nos pays, mais aussi pour l'Afrique et pour le monde arabe. Mais pour cela, il faut de l'audace politique, il faut une vision nouvelle de nos relations, à la fois entre l'Union européenne et le Maghreb, mais aussi par rapport à l'Afrique et au monde arabe. Mais pour cela, il faut une politique offensive. Nous sommes très défensifs. On est passif. On attend, on subit les effets de la crise. Moi, je suis inquiet. Si on ne change pas de vision géostratégique, si on n'est pas audacieux politiquement, nous allons vers des sociétés et des économies ruinées. Et c'est d'autres qui en profiteront. Et c'est d'ailleurs ces autres, je ne les nommerai pas, qui se sont nourris la reproduction de leur puissance, de leur domination économique sur la déstabilisation de notre région. Je n'ai pas besoin de faire Et je termine sur le printemps arabe. Je crois qu'il ne faut ni surestimer, ni sous-estimer le printemps arabe. Il faut avoir une vision sereine. Nous savons aujourd'hui que le chemin sera long et lent. Et je crois, très sincèrement, moi je suis très inquiet. Le monde arabe, la région, est à la croisée des chemins. Nous ne savons pas où nous allons aller. C'est pour cela que j'en appelle à la fois à la responsabilité des élites, à la fois politique et intellectuelle dans nos pays, et j'en appelle à une vraie solidarité avec l'Union européenne. Parce que si ça se déstabilise réellement chez nous, j'ai peur pour l'Europe aussi. Je pense que les crises, c'est quand même les moments où on se met à réfléchir, et c'est une occasion, parce que quand on est riche, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Non, c'est vrai, en Algérie, c'est quand on a été dans la crise qu'on s'est mis à avoir des bonnes idées. Le problème, c'est qu'ensuite, le pétrole a augmenté.
les bonnes idées sont passées à la trappe parce qu'elles sont difficiles à appliquer, parce qu'elles demandent justement d'être un partage démocratique des questions, et disons c'est beaucoup plus facile de mettre tout ça sous le poisson. Mais on peut, comme on est dans la crise et que tout le monde dit que c'est là, on va peut-être avoir des idées, et je pense que l'accès universel aux prestations de base, c'est peut-être une des idées qu'il faudrait vraiment quand même réfléchir ensemble, parce que ça peut être un sujet qui... Quand on travaillait avec Ormal sur le panier de soins, je disais, oui, ça serait quelque chose qui permettrait déjà de se mettre d'accord sur quelque chose de minimum. Mais donc, moi je vais peut-être essayer de vous évoquer un peu en quoi ça a résonné, je dirais, de mon endroit national, donc qui est peut-être moins englobant, donc en tant que parlementaire fédéral belge. Et quand je vois les différents aspects qui ont été évoqués aujourd'hui, ils se retrouvent vraiment à tout niveau chez nous aussi. Quand on voit par exemple la situation des migrants réguliers ou principalement irréguliers. Là, on assiste vraiment à une très grosse dégradation de leur situation, parce qu'on a dit au niveau européen, nous avons une harmonisation pour une aide médicale urgente, et on ne vous laisse pas, vous avez entendu ce matin, à la porte de l'hôpital si vous n'avez pas la mutuelle adéquate. Malheureusement, sur le terrain, il arrive qu'on laisse des gens dehors avec un doigt sur le côté parce qu'il n'a pas la carte adéquate. C'est contraire à la législation, mais ça existe sur le terrain. Et la situation est vraiment en train de se durcir en la matière. Quand on voit par exemple les régularisations médicales qui dans notre système, visaient à donner un titre de séjour aux personnes qui vraiment ont des risques pour leur dignité humaine, pour leur vie, elles ont été tellement réduites à portion congrue, il n'y a plus de 2% chez nous des personnes qui demandent la régularisation médicale qui la reçoivent, que là aussi, on aboutit à des situations où quelqu'un peut être complètement handicapé, diabétique sans traitement, etc., et qu'on renvoie dans son pays, alors qu'on sait que le renvoi dans son pays est en fait une condamnation à mort. Quand on voit d'autres types de catégories, là aussi la situation a plutôt tendance à se dégrader. On espérait au niveau par exemple des pensions des personnes qui sont dans le domaine de l'assistance, un certain allègement, la possibilité de circuler, parce qu'en Belgique, elles ne peuvent pas partir plus d'un mois, dès qu'elles s'absentent plus d'un mois du territoire, elles perdent cette petite pension minimum sous forme d'assistance, et bien souvent les gens ne sont pas au courant, et donc de bonne foi retournent au pays, aider quelqu'un qui est malade, etc., la famille et autres, et quand ils reviennent, ils perdent cette grappa en montrant de bonne foi leur passeport, et on voit qu'ils se sont absentés du territoire plus d'un mois. On espérait qu'il y ait un agrandissement de la règle, par exemple qu'on passe à 3 mois en Belgique. Eh bien non, les dernières nouvelles sont plutôt qu'on va durcir les contrôles pour pouvoir exclure un plus grand nombre de gens, et les économies ont déjà été chiffrées en la matière. Et quand on voit les différentes atteintes à la sécurité sociale qu'on connaît chez nous, eh bien, ce sont bien sûr les plus précaires et donc aussi les plus discriminés qui en sont les premières victimes, et on tombe de plus en plus régulièrement sur des gens hors sécurité sociale. Donc moi j'habite tout près d'ici, dans la commune où les revenus par habitant est le plus bas de Belgique, et il m'arrive de plus en plus souvent de rencontrer soit des dames qui m'ont dit « Écoutez, à force d'avoir tous ces contrôles du chômage, manifestement, je n'avais pas vraiment droit, j'ai laissé tomber. » Ah oui, et vous êtes encore la mutuelle? Oui, c'est pas clair, maintenant que mon mari... Et donc, on arrive à des situations avec des membres, même chose avec les jeunes, on a, sous le contrôle de la recherche active d'emploi, on a de plus en plus de jeunes qui disent « Ben voilà, je n'ai pas passé les fameux contrôles, j'ai frappé à la porte de l'assistance, on m'a dit que je n'avais pas droit. » Je dis, on a examiné votre situation, non, même pas vraiment. À l'accueil, on m'a dit que je n'avais pas droit. Et donc, on tombe sur des gens qui, de fait, ne sont plus couverts sur la sécurité sociale, ici, sur les trottoirs de Bruxelles.
aucune étude, bien sûr, en la matière, donc on a de plus en plus de mal je dirais, appréhender cette situation de personnes en séjour régulier, mais qui ne sont plus couverts par la sécurité sociale, et je pense que ça va être malheureusement un des enjeux pour la suite. En matière de santé, là, les défis sont à une autre échelle, mais sont très similaires. Donc, en théorie, nous avons un excellent système de santé. En pratique, un système de plus en plus libéralisé, où quand vous frappez à la porte du spécialiste, ils disent oui, oui, j'ai un rendez-vous pour dans 6 mois, mais si vous venez à mon cabinet privé, ça sera possible dans 15 jours. Et où on voit vraiment une percolation du système global vers le système privé, et qui est assez perturbant. On a parlé de l'importation des ressources. Ici, très clairement, on a un numerus clausus qui limite le nombre de médecins conformes, et on importe une majorité de médecins de différents pays qui pourtant en auraient peut-être clairement plus besoin que nous. Moi, je dis toujours, quand on importe les médecins, il ne faut pas s'étonner à un moment de voir arriver les malades qui suivent. Ça paraît relativement logique. Par rapport au niveau international, c'est vrai que j'étais assez mal à l'aise par rapport au fait qu'on a en effet une commission européenne qui qui veut soutenir une série de projets, d'échanges, d'informations avec des petits budgets, mais qui dans les faits est un des grands bailleurs de fonds du FMI, de la Banque mondiale, qui a des injonctions totalement contradictoires, qui sont plutôt démanteler vos systèmes que construisez-les. Et donc là, nous sommes vraiment dans un système de double injonction qui je pense, est vraiment particulièrement pernicieux, et ça doit être un de nos objectifs principaux de continuer à les combattre. Alors j'ai une lourde responsabilité, c'est d'arriver à une conclusion. Alors je ne conclurai pas parce que je pense que c'est un débat de long terme. Alors d'abord, je voudrais remercier tout le monde. Je suis assez heureuse d'avoir pu organiser ce moment de réflexion et de débat. Je pense que l'enjeu de la protection, j'aime bien ce terme, protection sociale, est aussi important dans l'Union européenne que dans la rive sud, et donc au Maghreb, pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? D'abord, j'ai envie de dire que nous avons peu parlé de la jeunesse. Pour le Maghreb, je crois que la jeunesse, c'est un élément très important. Il y a vraiment une jeunesse qui a peu de ressources, parce qu'en général, elle n'a pas de protection sociale parce qu'elle n'a pas eu de travail. C'est souvent lié, les droits sociaux sont souvent liés au travail. Quid de ceux qui n'ont pas d'emploi? Donc l'idée d'aller vers une universalité des droits me semble essentielle, il faut vraiment qu'on arrive à en parler. Je crois que, ça a été dit par madame, nous sommes à un moment de crise, alors c'est le moment de discuter et d'être ambitieux. Au niveau européen, nous ne sommes pas encore assez ambitieux, mais je crois qu'il faut qu'on soit ambitieux des deux côtés. La question sociale doit revenir au centre de nos débats et de nos projets de société. C'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel, que ce soit en Europe ou au Maghreb. Parmi les choses que je voudrais dire, c'est que j'ai parlé de la jeunesse. Pour moi, nous devons absolument trouver pour le Maghreb, c'est aussi vrai en Europe, parce qu'on commence à avoir des taux de chômage très importants, une jeunesse qui sort. Qu'est-ce que c'est que ces sociétés qui ne permettent pas d'offrir à leur jeunesse un avenir souhaitable, ambitieux? Enfin, on est à côté de la plaque, vraiment. Alors, je crois que là, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. J'aurais entendu peu de choses concernant cette jeunesse. Un petit peu, on a commencé au Parlement européen, on a beaucoup parlé de ça. C'est l'idée d'offrir une garantie jeunesse. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un projet qu'on soutenait depuis longtemps en tant que député. Ça a été proposé par un commissaire. Les États ne sont pas obligés, puisqu'il n'y a pas d'obligation, mais ils tendent l'oreille. Et l'idée de garantie jeunesse, c'est quoi? C'est de dire que tout jeune, après, au maximum 4 mois après qu'il soit sorti d'une formation ou d'un emploi, puisse se voir proposer ou une formation ou un emploi. Je crois que c'est vraiment important et que ces solutions sont vraiment... Vous savez, j'étais au Forum social à Tunis parce que je voulais un petit peu rencontrer des personnes, voir ce qui se passe. Et la jeunesse était là, et elle se sent maghrébine. Ils ont créé un réseau de jeunes maghrébins, ils travaillent ensemble, ils réfléchissent à comment ils veulent aller. Les Algériens étaient présents pour la première fois, parce qu'ils étaient auparavant, dans les années précédentes, assez absents des forums sociaux. Là, ils étaient présents. Je crois que le forum social est un lieu de débat intéressant. Et à cette occasion, j'ai aussi rencontré les députés du Parlement européen.
du Parlement tunisien. J'ai envie de dire que ce qui se passe en Tunisie, c'est très très important. Pourquoi? Nous sommes à croiser des chemins, en train de voir dans une société à majorité musulmane, quel chemin est possible ou pas. C'est un combat idéologique aussi qui se passe. On voit comment les combats, les luttes se font. Je vais peut-être vous étonner, je suis relativement optimiste. Pourquoi? Parce qu'il y a une société civile très forte. Monsieur, vous avez parlé de l'UJTT, le rôle du syndicat joue un très grand rôle, très important, qui contribue d'ailleurs dans les débats, dans les réflexions. Il y a une société civile qui est active, il y a des vrais débats. Concernant la question de la protection sociale, j'avais organisé un débat il y a 1 an et demi avec tous les acteurs. Il y avait quelqu'un de l'UJTT, il y avait des représentants, des députés de tous les partis, de l'Ennahda aussi, mais aussi des Katakol, et puis de l'autre parti, dont je n'ai plus en tête, CPR, voilà, merci, le parti du président Marzouki. Et tous les débats qu'on évoque ici, ils ont été l'occasion de discuter. Et je crois qu'il y a deux visions concernant la question de la protection sociale. Soit on a une vision, c'est celle qu'ont les islamistes, mais c'est celle qu'il y avait aussi en Europe, on a oublié, mais le chemin vers aller à la construction d'une société sociale, d'une sécurité sociale, c'était sortir d'une vision avec la possibilité, comment dire, dans une vision de... il n'y avait pas de droits sociaux, on donnait l'équivalent de la zakat, c'est-à-dire on donnait la charité. C'était dans un système de charité, on donnait, voilà. Et on faisait son bien, on faisait le bien parce qu'on donnait la charité. Donc c'était au bon vouloir du croyant. Et finalement, c'est la même vision dans le système musulman. C'est aussi, ceux qui portent une vision dans les sphères politiques, c'est de dire la zakat, la charité permettant de gagner. Et donc ce choix, il est là. C'est, est-ce qu'on met en place un système comme ça, qui à mon avis non, c'est pas le bon, où on met un système de droits, c'est la question des droits sociaux, c'est vraiment essentiel. Et je crois que cette question des droits sociaux, c'est l'avenir et c'est vers ça qu'il faut aller. Alors on peut construire des systèmes mixtes, puisque si les gens veulent faire la charité, très bien, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans la société et un député ou un gouvernant qui met en place un système doit travailler autour de la question des droits sociaux, ça me semble essentiel et c'est l'enjeu qu'on a aujourd'hui. Donc moi je suis relativement optimiste et puis moi je suis vraiment profondément pro-maghrébine. Je pense que voilà, il y a des complémentarités. Beaucoup d'études montrent qu'en gros, les pays du Maghreb, je ne parle pas de Maghreb arabe, je parle de Maghreb pluriel, parce qu'il est pluriel, perdent en gros 2% de ressources de leur PIB à cause du non-Maghreb. Tous les peuples, moi je rencontre des députés, j'étais au Forum social, je rencontre aussi... et tous disent, nous voulons un Maghreb, nous sommes pour un Maghreb. Lors des indépendances, des guerres d'indépendance se sont faites ensemble. Hein, et les leaders des indépendances avaient toute cette vision d'un Maghreb, en disant aujourd'hui on se bat pour notre pays, mais demain ce que l'on veut c'est construire avec nos frères du Maghreb. Donc j'espère que ce Maghreb se fera. S'il ne vient pas des États, eh bien qu'il vienne, pourquoi pas un réseau parlementaire maghrébin qui porte cette vision. J'espère que je pourrai le mettre en place ou contribuer à le mettre en place. Au Forum social, il y a déjà des réseaux, dans plusieurs domaines, des réseaux au niveau maghrébin. Je pense que c'est important parce que quand on parle des ressources, bien sûr qu'il faut des ressources. Un pays comme l'Algérie, qui a 200 milliards dans les banques, plutôt dans la Fed américaine, en grande majorité. Comment? Et au FMI, Madame Lagarde est plus, je crois que c'est 10 milliards que lui a donné l'Algérie. Comment est-ce que l'Algérie, dans cette approche maghrébine, ne mettrait pas en place un fonds qui permette, dans un premier temps, d'avoir un fonds pour mettre en place ces droits sociaux et cette protection sociale maghrébine. En Europe, nous sommes dans les mêmes débats, nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons un débat très 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 tendu parce que nous ne pourrons pas avancer comme ça, nous n'arrivons pas. Le Parlement européen a refusé le budget que le Conseil a proposé, on a retoqué, donc ils sont en train de retravailler, et on sait tous qu'on ne peut pas continuer comme ça, que le rôle du Parlement doit être remis en place. Donc cette croisée des chemins qui nous amène à réfléchir aux sociétés que l'on veut mettre en place, c'est très intéressant de les comparer et de discuter. On ne fera pas les mêmes choses, et ce n'est pas le problème, mais en tout cas,
Moi, je vous remercie tous. Je remercie particulièrement aussi Aïcha et Clémentine qui ont travaillé à mettre en place ce forum. Je remercie aussi notre réalisateur et je vous souhaite bonne continuation. Puis j'espère qu'on se retrouvera parce qu'il y a encore des débats à mener.